Salut à tous, c'est Bismart. Tiens, un peu comme hier, du commerce. Bah oui, mais en même temps, le commerce, c'est la vie. Voilà. Le commerce, c'est l'économie. Donc, du commerce pour démarrer, de la réflexion avec notre merveilleuse philosophe Gabrielle Alperne. De la réflexion aussi avec un économiste qui s'intéresse aux entreprises hyper puissantes, les titans. Quasi mythologique, voilà, ça ne nous éloignera pas des centaures de Gabriel Alperne et de la philosophie. Et puis on terminera avec alors, l'un des aspects du vélo électrique. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec le commerce. Et oui, Vincent, hier, on était avec Marie Cheval de Carmila. Voilà, hein, et donc, on parlait effectivement des nouveaux territoires du commerce. Toi, Vincent, donc fondateur de Havas Commerce. Et tu fais, alors, il est quoi? Il est trimestriel, le baromètre que tu fais des... Non, là, pour l'instant, c'est 2 terrains par an. D'accord, c'est bien. Et donc, on a, alors j'ai appelé ça les nouveaux visages du commerce. Ça veut tout dire et rien dire. Globalement, tu essayes de voir un petit peu comment les consommateurs, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, hein, j'imagine, comment les consommateurs envisagent le post-Covid. Si, ça veut dire que c'est ça qui va se passer? Oui, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la pandémie a modifié. C'est-à-dire que les 3 terrains qu'on a menés depuis le mars 2020 sont très cohérents les uns avec les autres. 3 terrains, ça veut dire des enquêtes de terrain. 3 enquêtes terrain. Les 3 enquêtes montrent clairement des changements de comportement qui sont assez lourds. Alors, vas-y, il faut y aller. Alors, attends, je veux d'abord projeter la couverture enfin, ce que tu mettais comme première slide de ton étude. Voilà, elle va arriver. C'est un gars à vélo. C'est ça, le nouveau visage du commerce? C'est une explosion. Il y a une explosion aujourd'hui de la livraison et du drive, clairement. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis. Amazon a fait des résultats absolument colossaux. Hein. Ça a marché. Je crois qu'ils ont fait 100 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires sur l'année 2020. Donc c'est juste colossal, avec des résultats qui sont. Oui, mais ça veut dire que ça va durer, ça, pour toi? Ah oui, parce qu'on voit sur les courbes qu'il y a eu une augmentation extrêmement forte, tout simplement parce que les gens ont eu peur d'être infectés. Ça, d'accord. Les jeunes qui étaient déjà très utilisateurs du canal e-commerce et de la livraison ont continué, voire ont accéléré. Et puis surtout, les gens plus âgés, c'est-à-dire les gens de plus de 50 ans qui, jusqu'à présent, ne commandaient pas sur Internet, se sont mis à commander sur Internet parce qu'ils avaient peur d'être infectés, ils avaient peur d'aller en magasin. Mais alors, il y a un chiffre qui m'a beaucoup... Oui, mais ils vont continuer. Ce que tu dis, c'est qu'ils vont continuer. Alors, notamment sur les plus de 60 ans, je crois que c'est très spectaculaire. Aujourd'hui, les chiffres continuent à progresser. Le e-commerce continue à progresser, clairement. Alors après, le jour où il y aura plus de pandémie du tout et plus de masques à porter... oui, mais c'est ça que j'ai envie de savoir, moi. Tu peux pas encore répondre. Pour l'instant, c'est en train de monter. C'est-à-dire qu'on le voit sur la Chine. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai regardé les chiffres de la Chine. Et en fait, aujourd'hui, le e-commerce alimentaire en Chine, c'est 35% de part de marché. C'est la pénétration du e-commerce dans l'alimentaire en Chine, c'est 35% du marché total de l'alimentaire. 35% de l'alimentaire, 35%, c'est du e-commerce. Oui. Mais il compte le drive dans le e-commerce? Non. Le drive, il n'existe pas là-bas. On se fait livrer, hein, essentiellement. D'accord. Donc c'est absolument monstrueux. Et on voit la progression de l'alimentaire, en fait, qui était déjà sur une courbe ascendante en Chine. Et la pandémie a fait exploser encore la progression d'un gramme. Donc pourtant, je vois dans ton enquête, seuls 28% des gens que tu as interrogés disent que leur volume d'achat en ligne a augmenté. Seulement 28%? Oui, mais alors, de ce chiffre. Oui, mais attends, d'abord, en France, on part beaucoup plus bas que la Chine. Ouais. La Chine est à 35%, on doit être à moins de 5%, même pas. Ah oui, sur l'alimentaire. Voilà, ça c'est un premier sujet. Et après, la question, c'est en ligne. C'est pas forcément le drive. C'est-à-dire que là où il y a peut-être un petit biais dans la question, c'est que les gens... D'ailleurs, le drive, à un moment donné, c'était 5-6 jours de délai pour pouvoir obtenir ses courses. Donc, le drive a explosé et le e-commerce a explosé lui aussi, globalement. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est Amazon qui a progressé, mais ce qui est très intéressant de savoir, c'est que les grandes enseignes classiques, j'aime pas dire classique, mais des Leroy Merlin, Fnac, Darty... On va le voir, alors on va le voir, c'est la deuxième slide. Ces gens-là ont progressé aussi. Ouais, alors c'est Carrefour le grand vainqueur, dis donc. Enfin, grand vainqueur, ça se touche, hein, voilà, vous voyez le ouais, c'est-à-dire que Carrefour a bénéficié d'une chose, et d'abord ils ont mis en place des mesures. Ils ont été très, très actifs sur les mesures qu'ils mettaient en place, ça c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est qu'il y a une prime au format. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, pendant toute une période de la pandémie, ont eu peur d'aller dans les magasins plus petits. Ouais, c'est ça. Ne pouvaient pas forcément acheter du non-alimentaire partout. Et donc, ils allaient principalement là où ils allaient trouver tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et surtout, ils ne voulaient pas multiplier les enseignes, parce que multiplier les enseignes, ça veut dire multiplier les occasions d'être infectés. Mais alors ça va rester ou pas? C'est-à-dire, Super U, ils se prennent une claque, par exemple, ce qui est surprenant. Alors ce qui est
Non, en fait, c'est en train de revenir à la normale. On voit que les fondamentaux des formats, qui sont quand même plutôt vers des formats de proximité, les gens ont tendance à aller vers des formats de proximité et des formats plus, entre guillemets, moyens, ça reste, ça continue, clairement. Les gros formats continuent aujourd'hui de peiner et continuent à avoir des soucis comme ils en ont depuis. C'était leur chant du cygne, en fait, le chant du cygne de l'Uber. C'est un peu ça. Michel-Édouard Leclerc continue à y croire et continue à dire c'est Amazon en 3D. Oui, mais parce qu'il n'a pas forcément un mauvais format. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est les grosses bêtes, les très très gros formats d'hyper, qui eux sont compliqués aujourd'hui pour les gens, parce que ça veut dire des kilomètres pour y aller, du temps de course, etc. Et puis compliqué à rentabiliser. Exactement. On va enchaîner d'ailleurs, parce que Amazon est l'autre grand vainqueur quand même. Donc, les enseignes non alimentaires qui ont fait le plus d'efforts pour faciliter les achats en période de couvre-feu, boum, Amazon, alors là, qui pulvérise tout le monde, avant Leroy Merlin, Decathlon et la Fnac. Ouais. Après, bon, il bénéficie d'une position quand même sur le marché qui était déjà forte. Oui, donc, forcément, ça lui a privilégié. Il faut savoir aussi que quand on a fermé un certain nombre de rayons non essentiels, Amazon a continué à livrer. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, mais ça, c'est ton métier, c'est peut-être se détacher un peu de la bulle médiatico-politique. Peut-être. Parce que Amazon, c'est le grand Satan, l'enfer incarné. Mon Dieu, n'achetez pas sur Amazon. C'est vrai. Et les gens disent, tu parles, je vais continuer, ça marche bien. Mais parce que les gens apprécient un service aussi. C'est ça. La force d'Amazon, elle est là, elle est sur le standard de qualité et de livraison. Tu m'as alors appris des trucs qui vont être spectaculaires sur l'impact. Alors, qu'en sera-t-il du télétravail? On verra bien. Mais l'impact du télétravail sur l'alimentation et sur la façon dont on fait ses courses peut être fondamental, et je n'imaginais pas ça. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Il s'est passé, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de rester chez soi, qui est quand même un bouleversement très important dans la famille, puisque vous retrouvez finalement à gérer votre temps différemment, à avoir des périodes où vous travaillez, des périodes où vous pouvez finalement aller faire vos courses. Donc vous avez un rapport au temps qui s'est un peu distendu et qui s'est différencié. Puis surtout, vous avez moins de temps à passer dans les transports. Ça aussi, c'est le cas des Parisiens. Quand vous avez 1 heure ou 1 heure et demie à passer dans les transports, finalement, vous ne l'avez plus. Et donc ce temps-là vous est utile. Premier point. Le deuxième, c'est la peur de la pandémie, la peur de la maladie a fait que les gens sont revenus sur l'alimentaire. C'est-à-dire la qualité de ce que vous mangez, comment vous mangez, à quelle fréquence. Voilà. Donc il y a une forme d'exigence sur la qualité. Et c'est la peur ou plus simplement qu'on a le temps de le faire? Alors il y a c'est-à-dire que c'est le sandwich triangle, tu vois, dans le truc distributeur, c'est quand on bosse, parce qu'on n'a pas le choix. En fait, dans les activités pendant la pandémie, on voit que les premières activités, c'est cuisiner. Mais oui. Ce qui est juste incroyable. Donc je pense qu'il y a une dimension sanitaire, une dimension médicale bien-être, clairement. Et puis, il y a une dimension que je trouve très forte, en fait, dans le deuxième terrain au mois de juin, dans la deuxième enquête, on voit émerger l'écologie. Pas l'écologie au sens purement politique, ça. L'écologie au sens, je vote pour un parti qui s'est saisi du quotidien, qui s'est saisi de l'amélioration de mon cadre de vie. C'est-à-dire des arbres, moins de voitures, plus de vélos, des producteurs locaux, des producteurs bio. Et en fait, on a vu. Et moi, je n'ai pas du tout fait l'étude pour ça. C'est pas un truc de grande ville, ça? Alors, c'est un truc... 10 grandes villes françaises qui, certes, doivent concentrer à peu près 5 millions de personnes. On a des scores qui sont monstrueux, parce qu'on dépasse les 60-70% selon les questions qui sont posées. Donc, on voit que les réponses sont massives. Et alors, le troisième phénomène qui appuie ça, c'est la souveraineté alimentaire. La souveraineté industrielle tout court, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que les Français, d'abord, ont compris qu'on allait passer en crise. Ils l'ont anticipé. Déjà, au mois de juin, les Français commencent à dire on est très inquiets sur l'avenir. Ils le sont encore toujours aujourd'hui, sur le troisième terrain du mois de mars 2021. Inquiets sur l'avenir collectif, mais pas sur leur avenir personnel. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il y a ce retour finalement à l'essentiel, à une vie plus équilibrée qui passe par le repas, par les amis, par la famille, par le sport, par le bricolage. Ça paraît fou, mais il y a un recentrage. Mais quand tu es inquiet pour le collectif, mais pas pour toi personnellement, ça veut dire qu'en fait, tu vas consommer. Ça veut dire qu'en fait, les Français ont fait beaucoup d'économies et ont un bas de laine. Et donc, en fait, il ne faut pas être inquiet. Et donc, en fait, il faut pas être inquiet. Moi, c'est mon grand message. Ah non, mais je pense... Et voilà. Non, mais alors, pour le coup, c'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'il faut être inquiet. Je dis qu'ils le sont parce qu'ils voient bien que structurellement, quand même, quand on a dépassé les 450 ou 440 milliards d'endettement pour gérer la pandémie... Je sais, mais non, mais n'empêche que. Oui, tu as raison. Non, mais il y a force. Il y a trop de gens qui nous font peur avec ça pour qu'on puisse être rationnel. C'est un élément de communication qui est là, dont il faut tenir compte, et malheureusement, c'est le cas. Ce que j'ai vu, en fait, là où on sent que les taux est en train de se desserrer, c'est qu'il y avait une énorme pression sur les prix et l'engagement des prix au mois de mars et au mois de juin.
pendant la pandémie, parce qu'il y avait une vraie peur. Donc, on sentait que les Français voulaient des engagements tarifaires, notamment des distributeurs extrêmement contraints et tenus. Là, on sent qu'il y a une volonté et une envie de retrouver de la promo. C'est-à-dire, ouais, mais enfin, alors on va voir, c'est la dernière slide, justement, c'est la dernière slide qu'on va voir. Les prix sont toujours quand même à la une. Hein. Qu'attendez-vous que les enseignes mettent en place dans les prochaines semaines? S'engager sur les prix, 52%. Soutenir les agriculteurs français, 50%. Voilà. Tout à fait. Il y a une légère contradiction qui ne vous échappera pas, mesdames et messieurs, entre ces deux propositions. Il y a une légère contradiction, il y a un peu de pédagogie à faire pour expliquer qu'effectivement, consommer local, ça veut dire un peu plus cher. Ah ben, si on veut soutenir les agriculteurs français, ça veut dire qu'il faut qu'on paye leur production au prix. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Moi, c'est la discussion que j'ai avec pas mal de distributeurs aujourd'hui, c'est de leur dire il faut qu'il y ait un discours extrêmement adulte, extrêmement clair auprès des Français pour leur dire voilà, consommer français, ça a un coût. Ça ne veut pas dire qu'on va exploser nos marges, ça veut juste dire que ça a un coût. Et il faut nous aider. Et puis c'est le coût de la rémunération de l'agriculteur. Bien sûr, mais redévelopper une industrie en France, ça veut dire à un moment donné accepter de payer un peu plus cher. Mais attends, alors, parce qu'il nous reste que 2 minutes, mais juste sur... parce que quand même, parlons commerce et retail. Non, mais pour les retailers, c'est-à-dire la révolution des horaires. Si effectivement on part, notamment dans les grandes villes, sur les populations de cadres, sur 2 jours de télétravail par semaine, qui a l'air d'être un petit peu la norme qui va s'installer, il va y avoir une révolution des horaires. Il n'y aura plus de temps mort en fait dans la journée. Et peut-être que ça va alléger un peu les temps de tension du samedi après-midi. Bien sûr. Je pense qu'il existera toujours le moment un peu de tension du samedi après-midi. Mais d'abord... Ça veut dire qu'on vend mieux et plus, ça, je pense. Ça veut dire que la fréquence d'achat va baisser. Les gens vont moins souvent en magasin. Aujourd'hui, en tout cas dans les grands magasins, ils y vont moins souvent. Et ils font des paniers beaucoup plus importants. Toujours pour cette peur, entre guillemets, d'être infectés. Mais on est d'accord sur... Parce que c'est ça, en fait, le commerce. Le commerçant qui va avoir le temps à nouveau de se retrouver face aux clients. C'est Pierre Elmalek, le merveilleux créateur de Maison de la Literie, qui m'avait dit ça un jour. On va leur faire cracher du pognon. C'est-à-dire, mais oui, cette magie du commerce, alors elle va pouvoir à nouveau donner un. De toute façon, c'est prouvé. Hein. Moins vous avez de gens en magasin, finalement, plus le panier augmente et le temps de s'occuper du client permet justement de lui vendre plus de choses ou de meilleure qualité, etc., puisque vous êtes dans l'argumentation et le temps pris pour faire la vente, bien sûr. Donc la vente conseillée, de toute façon, la vente conseillée a tendance à faire monter les prix. Voilà. C'est la vente qui n'est pas conseillée, c'est-à-dire la vente on va dire à l'étalage basique. Vous venez, vous prenez un produit, vous sortez. Bon, en général, vous achetez un produit et puis vous repartez. Donc c'était Mais ça veut dire que les commerçants doivent investir dans les conseillers. Ça veut dire qu'il faut pas lâcher les vendeurs. Il ne faut pas lâcher sur les vendeurs, clairement. C'est ça. Après, il faut des bons vendeurs, il faut qu'ils aient du temps pour faire leur job. Mais bien sûr, la vente conseillée, elle n'est pas morte du tout. Il militait en fait auprès de ses franchisés pour le travail du dimanche. Ces franchisés, ça les gonflait de travailler le dimanche et d'ouvrir les magasins le dimanche. Et il leur disait, mais mon Dieu, les gens ont le temps. C'est vrai. Dans des tas de villes, ils s'emmerdent le dimanche. C'est vrai. Mais bon. Non, c'est vrai. Vincent, merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Et donc, les amis, Bismart continue. On repart les amis, on repart avec François Lévesque, professeur d'économie, on peut vous présenter comme ça. Hein, professeur d'économie, économiste, voilà. Bien sûr. Ah, économiste ou professeur d'économie, c'est pas la même chose, François? Ah bah je suis chercheur en économie et professeur d'économie. Professeur d'économie, les entreprises hyperpuissantes. Alors donc on va parler de ce phénomène dont tout le monde parle, voilà, hein, les entreprises hyperpuissantes. Fallait écrire un bouquin sur les entreprises hyperpuissantes et on va en parler ensemble parce que il y a des choses que j'ai adorées, il y a des choses que j'ai apprises et il y a des choses qui m'ont énervé, mais à un point. Ah bah voilà, épatant. Vous imaginez pas, ça me met hors de moi en fait. C'est pour ça que vous avez renversé du café sur mon livre. C'est pour ça que j'ai renversé du café sur le livre. Pourquoi est-ce qu'on met de la morale dans l'économie, François? Pourquoi? Alors, tiens, c'est la question que je pose aux professeurs d'économie. Pourquoi cette obsession de ceux qui décrivent les mécaniques à un moment de nous dire c'est bien ou c'est mal? Eh bien, vous ne trouverez pas cette obsession dans ce livre. François, non, c'était les passages. Vous dites c'est mal. Non, à un moment, vous dites... Pourquoi? Je fais partie de ces économistes qui cherchent à comprendre le monde, à comprendre les tendances et non pas à donner des leçons. Et donc, c'est très rare de ma part, et vous m'entendrez très rarement prononcer « il faudrait faire ça »,« on doit faire ça »,« le gouvernement devrait faire ça »,« les consommateurs devraient faire ça »,« les autorités de la concurrence devraient faire ça ». Donc, je suis extrêmement peu moralisateur, mais retrouvez cette seule phrase peut-être dans le livre où... Non, alors, d'ailleurs, je le dis pour ceux... c'est mal. Parce que vous
vous allez être passionné par le sujet de ce bouquin, puis passionné par l'interview qu'on va faire ensemble. Vous allez commencer à le lire, commencer l'introduction. Et si vous aimez Bismarck, si vous êtes un petit peu comme moi, on va dire dans le camp aujourd'hui des néo-ultra-libéraux, alors l'introduction va vous énerver. Mais en fait, l'introduction ne correspond pas forcément à la suite du bouquin. Voilà, je vais le dire comme ça. Votre introduction, en gros, vous dites très clairement... Alors, allons-y. Allez. Commençons par définir l'objet, hein, en bon scientifique. Qu'est-ce qui caractérise... Parce que dans l'introduction, vous parlez autant d'Amazon que d'IKEA. Mais bien sûr, Mais parce j'ai pas que l'impression qu'IKEA soit une entreprise hyper puissante aujourd'hui. c'est une entreprise hyper puissante. Imaginez d'abord, allez chez vous, allez chez des amis, est-ce que vous verrez des produits qui ne sont pas IKEA? Donc, premier trait des entreprises hyper puissantes, c'est l'influence de ces entreprises dans nos vies quotidiennes. Très juste. IKEA est aujourd'hui présent dans plus de 150 pays. IKEA a une importance même au niveau familial. La boutade serait de dire n'allez pas avec votre femme chez IKEA parce que vous sortez et vous divorcez. Donc c'est une entreprise hyper puissante par son chiffre d'affaires. Je ne m'intéresse qu'à des entreprises milliardaires, par son niveau de profit, parce que il y a des entreprises milliardaires qui ne sont pas hyper puissantes parce qu'elles perdent de l'argent, parce qu'elles ne sont pas productives, parce qu'elles ne sont pas innovantes. Les entreprises hyperpuissantes sont des entreprises incroyablement efficaces et qui sont des très grandes entreprises et évidemment des multinationales. Donc IKEA est une multinationale, c'est une superstar. Et voilà, et alors, elle influence la vie de tout le monde. Vous avez une autre caractéristique, mais avant, alors j'ai découvert, moi je ne vais pas la prononcer en japonais, mais YKK, j'ai été évidemment regardé. Allez regarder sur les fermetures éclairs que vous avez sur vos vêtements, c'est ça qu'il faut Absolument, faire. YKK, c'est l'entreprise japonaise qui est à la tête de près de la moitié de la production mondiale de fermetures éclairs. C'est complètement dingue ça. Mais la moitié du marché, oui mais... La moitié du marché, une entreprise détient la moitié du marché de la fermeture éclair. Il n'y en a pas beaucoup de ces entreprises. Là on est en plein procès Apple par exemple. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la moitié du marché. Amazon n'a pas la moitié du marché de l'e-commerce. Oui, mais n'oubliez pas cette question que je laisserai volontiers à mes amis juristes du marché pertinent et du découpage du marché pertinent. La moitié du marché, comment vous délimitez le marché? Voilà. Coca-Cola, à un moment, disait « mais je ne suis pas dominant. Regardez, j'ai à peine 1% du marché des boissons qui désaltèrent. » Et donc, y compris l'eau du robinet. L'eau, ouais. Ouais, parce qu'ils prenaient... Non, mais attendez, parce que là, c'est important. Avec Amazon, on n'en est pas là. Mais ce que vous dites, l'une des caractéristiques passionnantes, c'est que vous dites ces entreprises, en fait, sont aujourd'hui hyper puissantes. Et à la différence des conglomérats des années 80, par exemple, on va dire General Electric, elles continuent à creuser l'écart. Voilà, c'est-à-dire que, là, si vous voulez, de tout temps, il y a eu des entreprises qui réussissaient plus que d'autres. Là, rien de nouveau. Ce qui est nouveau depuis plusieurs décennies, c'est un écart croissant entre les entreprises qui réussissent, ces entreprises superstars, et les entreprises ordinaires. Un écart croissant en termes de gains de productivité, en termes de niveau de profit, en termes de part de marché, en termes d'investissement en R&D, en termes même de salaire moyen. Donc les écarts se creusent entre ces entreprises du haut du tableau et les entreprises ordinaires. Et elles se creusent, et alors il faut que vous... Alors là, c'est le professeur d'économie qui doit nous donner un petit cours sur la concurrence et sur la concentration. C'est très, très intéressant. Alors, en plus, c'est votre titre. Ah, il faut que je retrouve le titre. Alors, je me souviens de Schumpeter, évidemment, mais qui est contre Schumpeter? Ah oui, c'est Proudhon. Proudhon, voilà. Proudhon contre Schumpeter. Racontez-moi un petit peu comment, en fait, la concurrence crée la concentration. Eh bien, Schumpeter avait une vision qui était, de toute façon, les entreprises qui obtiennent un monopole par le mérite, eh bien, elles finissent par se faire déloger parce qu'à un moment donné, elles innovent pas suffisamment, elles adoptent un comportement rentier, et puis voilà, il y a les innovateurs à la porte, et puis certains réussissent à déloger les entreprises. Pensez à Nokia, par exemple, pensez à Yahoo, pensez à plein d'entreprises qui ont été délogées. Donc ça, c'est la vision de Schumpeter. General Electric, c'est quand même un conglomérat de dingue des années 40. Voilà, donc des entreprises qui déclinent, parce qu'elles sont disruptées, c'est ce qu'on dirait maintenant. Donc, voilà la vision de Schumpeter. Donc vous avez des monopoles, mais ils sont temporaires, parce qu'il y aura des nouveaux entrants qui finiront par vous déloger. Donc Amazon, eh bien, dans 10 ans, sans doute, serait en déclin, selon Schumpeter. Et puis vous avez Proudhon qui, lui, raconte à une phrase... Vous savez, donc le révolutionnaire anarchiste, voilà, c'est bien de lui dont on parle. Voilà, et celui qui, dont la formule célèbre est « la propriété, c'est le vol ». Eh bien, il y a une autre formule célèbre, ou en tout cas qui tilte de Proudhon, c'est la concurrence tue la concurrence. La concurrence tue la concurrence. Eh bien, ça veut dire que ces entreprises hyperpuissantes, peut-être, si c'est Proudhon qui gagne contre Schumpeter, ne seront pas délogées, ou en tout cas ne seront pas délogées avant un moment. Pourquoi? Parce qu'il y a de
telle barrière à l'entrée. Elles ont fini par illuminer la concurrence. Donc la concurrence qui a fait émerger Google, qui a fait émerger Amazon, qui a fait émerger toutes ces entreprises, des titans ou des géants, eh bien, cette concurrence, elle finit par mourir parce que les inefficaces, ces entreprises hyper puissantes sont des superstars. Elles réussissent, elles sont productives, elles ont une efficacité absolument formidable. Regardez la logistique d'Amazon. Eh bien, cette efficacité les protège évidemment de concurrents. Donc elles ont éliminé les concurrents et voilà, donc il faut attendre. Est-ce que c'est Proudhon qui a raison ou est-ce que c'est Schumpeter? Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence par rapport justement à ces conglomérats? Je me dis, alors d'abord, par rapport, j'ai noté Compagnie des Indes, Standard Oil, IBM, elles n'ont pas eu une puissance comparable à leur époque? Non, parce que la grande différence, c'est la globalisation. C'est-à-dire, il y a eu des entreprises, surtout dans les matières premières, et puis quelques conglomérats, qui avaient une emprise mondiale. C'est-à-dire, elles avaient investi dans tous les pays, leurs produits étaient disponibles dans à peu près tous les pays de la planète. Aujourd'hui, quel que soit le secteur, on parlait d'IKEA, même dans l'ameublement, vous avez une entreprise qui a conquis l'ensemble de la planète. Donc la différence, c'est que, quels que soient les secteurs, Lego, voilà, une entreprise danoise qui fabrique des briques, eh bien, vous la trouvez en Chine. Les jeunes Chinois jouent au Lego. Elle, hyper puissante, Lego, aujourd'hui. C'est une entreprise extraordinaire. Beaucoup plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Elle est disruptée par l'imitateur canadien là, qui s'appelle Megablock. Mais parce que vos enfants sont devenus trop âgés et ne jouent plus au Lego. Regardez à quoi jouent les enfants. Elle a pris sa revanche sur Megablock, vous avez raison en plus. Et en plus, effectivement, il y a quand même des hauts et des bas. Mais Lego a réussi à sortir par le haut depuis est-ce qu'il y a plusieurs années. Un élément important, justement, c'est que ce sont toujours des fondateurs qui sont à la tête. C'est-à-dire, en fait... alors, ok, c'est plus Steve Jobs, mais enfin, c'est Tim Cook finalement, c'est pareil. Larry Page, Sergey Brin, ils sont toujours là. Jeff Bezos, ok, il s'est retiré, mais il est toujours là. C'est ça qui maintient, non, la dynamique assez invraisemblable, je l'avoue, de ces entreprises hyper puissantes. Alors pour les titans, oui, parce que dans mon livre paru chez Lee Jacob, je distingue les titans qui sont les grandes plateformes numériques. Je peux vers la pub aussi. Les grandes plateformes numériques globales, donc évidemment Facebook, Google, mais aussi les Chinois et aussi, pourquoi pas Spotify aussi en Europe. Et donc les grandes plateformes numériques globales, d'une part, qui sont les titans, et les géants, qui sont les entreprises technologiques ou non. On a parlé de Lego, on a parlé d'IKEA. Et donc la distinction est importante, et notamment les titans, comme dans la mythologie grecque, eh bien les titans, les plateformes numériques globales, elles sont encore plus arrogantes, elles sont encore plus puissantes. Et vous à leur voyez tête, arrogante, vous voyez qu'on arrive à la morale. À leur tête, c'est un fait. C'est un fait que Mark Zuckerberg est arrogant. C'est un fait que Jeff Bezos est arrogant. Mais j'en sais rien, moi. Arrogant dans le sens où ils sont très contents et très satisfaits de leur puissance. Et ils sont prêts à défier le Sénat américain lors d'auditions. Et si vous voulez, les titans, pourquoi? Parce que les titans, dans la mythologie grecque, sont immortels. Et donc, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos ou d'autres, eh bien, se voudraient immortels pour aller, ils pensent aller sur Mars, pour atteindre l'immortalité. Ils font des investissements, les fondateurs. Mais non, Elon Musk, s'il veut aller sur Mars, c'est pour nous, justement, c'est pour nous tous. Oui. Mais lui est prêt. On ne peut pas être une civilisation monoplanétaire. J'adore ces gars-là. Mais il pense évidemment à lui, et il n'a pas tort. Et les deux fondateurs de Google ont investi sur leur propre denier des sommes absolument colossales pour reculer l'âge du vieillissement. Et ça les intéresse. Attends, j'y vais, François. Beaucoup des éléments, en fait, que nous apportent ces entreprises améliorent le bien commun. Évidemment. Et considérablement. Ah bah alors, est-ce que vous pouvez raconter, parce que vous n'êtes pas non plus obligé de... Je ne sais plus qui disait, un bouquin qu'il avait écrit, et il disait, oui, celui-là, je l'ai lu. Je crois que c'était un entraîneur de football. Tout ce que vous racontez sur les mariages que je ne savais pas. Les sites de rencontres. Voilà, les sites de rencontres sont un bienfait pour l'humanité. Pourquoi sont un bienfait pour l'humanité? C'est que sans les sites de rencontres, eh bien, les probabilités de rencontres se font dans le cercle familial ou dans le cercle religieux ou dans le cercle communautaire. Donc, avec les sites de rencontres, vous pouvez toucher des personnes et rencontrer des personnes au-delà de ces cercles. Et on observe que grâce aux sites de rencontres, vous avez une augmentation du nombre de mariages entre personnes de religions différentes. Vous avez une augmentation du nombre de mariages entre personnes de couleurs différentes.
Alléluia. Alléluia, Et des absolument. mariages qui durent plus longtemps. Et des mariages qui durent plus longtemps. Des travaux économétriques ont mis en évidence que les gens qui se sont rencontrés à travers ces sites connaissent un taux de divorce inférieur aux gens qui se sont rencontrés dans leur communauté. Mais bien sûr que Amazon, bien sûr que Apple, bien sûr que ces titans, bien sûr aussi qu'IKEA apportent des choses. Et ça, ils font partie des bienfaits de la globalisation. Mais ce qui vous inquiète, en fait, c'est qu'elles ont des vocations totalitaires. Alors, il y a un petit dialogue entre le consommateur et Alexa d'Amazon. Donc, le consommateur, ouvrez les guillemets, affalé sur son canapé. Par ça, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de brise. Alexa, commande-moi une pizza. Alexa, Pizza Hut ou Domino's Pizza? Et là, vous dites, c'est le problème, parce que Alexa ne va pas aller recommander la petite pizzeria du coin. Absolument. Le consommateur dit Pizza Hut. Margarita avec des capres, comme d'habitude. Le consommateur soupirant, parce que ça va de soi, tu me fatigues Alexa. Oui, moyenne ou grande? L'algorithme n'a pas encore su se repérer le format désiré, car le client varie dans ses choix de façon trop aléatoire. Sauf que, François, c'est exactement le contraire qui se passe. Deliveroo, Uber Eats nous ont en fait ouvert une masse de restaurants considérable. Absolument. À laquelle on n'aurait jamais Et Amazon nous a ouvert un nombre de fournisseurs absolument incroyable. Considérable. Mais je ne suis pas inquiet. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ces entreprises très puissantes deviennent trop puissantes. D'où vient cette perception? C'est ça, le Pourquoi point de sont-elles bascule. trop puissantes? Le point de bascule. Je ne porte pas un jugement de valeur. Il n'y a pas de morale. Il y a un essai de compréhension de ce point de basculement. Pourquoi le très grand qui a été vanté? Et pour juste raison, parce que, écoutez, les entreprises qui commercent, ce sont les entreprises qui commercent et ce ne sont pas les États. Donc les bienfaits de la globalisation, c'est grâce aux entreprises hyperpuissantes. Et un des bienfaits de la globalisation, c'est de faire qu'il y ait des centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Et ça, c'est grâce aux entreprises hyperpuissantes. C'est grâce à ces multinationales. Et donc je ne suis pas en train de vous dire... alors, je ne l'ai peut-être pas lu avec assez de... Si. Mais alors justement, mais effectivement, le livre ne reprend pas cette antienne sur les bienfaits de la globalisation. Tout le monde connaît les bienfaits de la globalisation. Tous les économistes. Exactement. Je suis économiste, donc je ne suis pas protectionniste, disait Tobin, qui était très chagriné que la taxe Tobin porte son nom. François, il est où le point de bascule? Justement, quand le très grand devient trop grand. Le très grand devient trop grand, quand la concurrence s'érode. Quand, effectivement, on ne voit pas comment il pourrait y avoir des nouveaux entrants, comment la position de Google ou d'Amazon pourrait être contestée. Donc là, c'est l'inquiétude des autorités de la concurrence. Et donc là, c'est à la puissance publique d'agir? Donc là, c'est la puissance économique qui menace la concurrence et c'est le droit de la concurrence à intervenir. Cette puissance économique, c'est aussi, plus une entreprise est puissante d'un point de vue économique, plus elle est puissante d'un point de vue politique, à travers l'influence qu'elle exerce sur les élus, sur les gouvernements. Et plus elle est puissante d'un point de vue politique, plus sa puissance économique va être renforcée. Ça s'appelle le lobbying et l'influence. Donc là aussi, c'est une inquiétude. Je ne dis pas que je suis inquiet, je dis que c'est une inquiétude. Parce que et c'est le passage vers le trop puissant. Vous tutoie. Et c'est le feu de la discussion. Vous admettez que ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui, bien au contraire. Aux États-Unis, ils s'en prennent plein la poire. Depuis quand? L'ensemble de ces titans. Depuis quand? Depuis 2-3 ans. Et voilà, depuis 2-3 ans. Le point de bascule est là. Le point de bascule est là, c'est-à-dire le très grand qui a été loué, le très grand qui était le rêve californien, eh bien, ce très grand est perçu comme trop grand à cause du risque de concurrence, perçu comme trop grand quand vous avez une entreprise qui veut frapper sa propre monnaie, ou quand vous avez, comme Facebook, ou quand vous avez une entreprise comme Microsoft qui a plusieurs centaines de personnes qui font de la diplomatie. Et qui cherchent à influencer, qui font de la politique étrangère, ou quand Facebook a une espèce de cour suprême, et donc qui sont le trop puissant, c'est par l'influence politique. Et enfin, le trop puissant, c'est parce que cet écart entre les entreprises hyperpuissantes et les autres creuse les inégalités de revenus. Elle creuse les inégalités salariales et elle creuse... Oui, voilà. Alors vous dites ça... les politiques sont préoccupés. C'est intéressant, creuse les inégalités de revenus. Alors c'est vrai aux États-Unis où l'investissement boursier peut être effectivement très important. Absolument, c'est le cas aux États-Unis, bien sûr. Oui, voilà, mais seulement aux États-Unis en fait. C'est beaucoup moins aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays anglo-saxons, pas
en France, parce qu'en France, on a un système redistributif d'une force absolument colossale. Et d'autre part, en France, on n'a pas les placements, ils se font dans la pierre, ils ne se font pas en bourse. C'est la bourse, ça, François. C'est-à-dire, si effectivement un jour Amazon est disrupté, par exemple, l'effondrement de l'action, à ce moment-là, personne ne viendra dire que l'ensemble de ceux qui avaient parié Amazon sont sauf que si vous avez un portefeuille, vous êtes relativement diversifié, et que si vous avez un bon conseiller de clientèle, eh bien, il vous aura dit, attention, Amazon va se faire disrupter par machin, et vous allez acheter des actions de machin. Alors, la monnaie, vous l'avez dit, c'est très intéressant. Donc, d'ailleurs, vous parlez, mais je crois que c'est plus le Libra maintenant, ils ont un nouveau terme. Non, ils ont gardé le terme, mais en tout cas, ça ressemble plus à une monnaie telle qu'était rêvée par Mark Zuckerberg. Voilà, mais je crois qu'ils ont un nouveau nom. Et là, c'est le moment où de bascule, oui, voilà, aux États-Unis, oui, voilà. Attention. Mais où l'ensemble des États, à un moment, ont tapé du poing sur la table, non? L'ensemble des États, point de basculement, autre point de basculement, mais récent. Mais pas tant que ça, finalement, si on regarde les choses avec un regard plus élargi. C'est la fiscalité, la taxation des multinationales. L'OCDE travaille depuis 10 ans, l'Europe travaille depuis 10 ans pour taxer les multinationales. Et les États-Unis, grâce à l'élection de Joe Biden, ont enfin décidé de suivre le mouvement. Et donc, on va avoir un niveau de fiscalité des multinationales égal au moins à 21%, donc un niveau plancher de taxation. Et donc, d'une certaine façon, c'est la fin des paradis fiscaux. Vous voyez le point de bascule, c'est-à-dire que là, vous avez des grands États qui disent « ça suffit, ça suffit de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices, ça suffit... » puis de se retrouver avec des... C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes tirés dans le pied des programmes de rachat d'actions. Je regardais ça récemment avec les annonces de Google, 50 milliards de dollars sur le trimestre. 50 milliards de dollars sur le trimestre. Ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Voilà. Donc, l'État est légitime à se dire... Et donc, le point de bascule est là. Donc, un effet économique, une crainte économique de la part des États, un effet évidemment politique. Et puis, si on prend les titans, donc ces grandes plateformes numériques, il y a évidemment des craintes et des inquiétudes du fait de leur emprise sur nos vies quotidiennes et des inquiétudes en termes de démocratie, y compris aux États-Unis. C'est là où je... Non, mais des inquiétudes. Mais regardez les États, et c'est la thèse, les États reprennent la main. Je savais qu'avec vous, on aurait pu parler 1 heure, et malheureusement, on n'a que 20 minutes. Ce qui se passe en Chine, là, parce que là, c'est Jack Ma, ça y est, boum, le truc est tombé, le coup près est tombé. Notamment d'ailleurs sur Ant Financial, c'est-à-dire un peu comme pour le Libra, sur les filiales financières. C'est là où ça tape. Ce qui se passe en Chine, ça prélude en 1 minute de ce qui va se passer en fait partout dans le monde. On va les désosser, on va les... C'est plutôt que la Chine y arrive aussi. C'est-à-dire que la Chine aussi arrive à ce mouvement déjà entamé aux États-Unis et en Europe de reprise en main des titans et des entreprises hyperpuissantes. C'est une reprise en main par les grands États de ces entreprises qui, pour les grands États, sont allés trop loin. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, les entreprises hyperpuissantes. Non, mais elles vont être démantelées, vous croyez ? Non plus. Non. D'accord. Non. Peut-être en Chine, parce que là, le Parti communiste est capable, n'a pas besoin de juristes et de Cour suprême. Aux États-Unis, sûrement pas. Le droit de la concurrence, aux États-Unis, il y a un droit de la concurrence qui est extrêmement favorable au monopole, dans le sens où c'est très difficile de démontrer qu'il y a eu un abus de monopole aux États-Unis à cause de la jurisprudence. Et donc, s'il n'y a pas de changement de loi, nos amis Facebook, Google et Amazon et consorts, eh bien... Et Tinder. Voilà, resteront parmi nous. Ils ne seront pas coupés en morceaux. Merci François. François Lévesque, donc allez-y les amis. Les entreprises hyper puissantes, comme il l'a dit lui-même aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Pour une somme modique. On continue Bismart. On repart les amis, on repart avec Gabriel Alperne qui vient nous voir régulièrement. Bonjour Gabriel. Bonjour Stéphane. Philosophe qui travaille sur l'hybridation. Nous sommes tous des êtres hybrides. Exactement, tous des centaures. Vous êtes, et vous qui êtes des acteurs économiques et des agents économiques, vous pratiquez l'hybridation, parfois sans le savoir. Tout à fait. Bon, on reparlera de ça longuement un jour, mais évidemment, tu t'intéresses à la vie économique. Oui. Un certain nombre de thèmes, et comme tu es philosophe, ce sont des thèmes inattendus, et celui du jour est particulièrement inattendu. Tu nous dis, Gabriel, que la culture va sauver l'économie. Tout à fait. Alors effectivement, ça peut paraître assez paradoxal de dire une chose pareille. Nous, on adore ranger les choses en des cases. Alors, quand je dis nous, c'est les êtres humains, et puis les Français en particulier. On adore ranger les choses en des cases. Alors l'art dans l'art, l'économie c'est l'économie, et puis un chat est un chat, et puis voilà. Sauf qu'en fait, il pourrait se révéler que les croisements pourraient être extrêmement intéressants, et que justement, à l'heure où
on est dans une crise, voilà, et il va y avoir des vrais sujets de relance économique. Ouais. Un certain nombre de secteurs économiques pourraient trouver, peut-être pas leur rédemption, mais en tout cas pourraient trouver des réponses, des solutions dans la culture, dans l'art plus précisément. Je vais vous donner... faut y aller. Il faut les exemples, là. Il faut y aller. Effectivement. Parce que ce que je dis, alors certes, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais en plus, c'est un constat, c'est-à-dire que ça arrive déjà. Donc cette grande hybridation entre la culture et l'économie, entre l'art et l'économie, ça arrive déjà. Moi, je vais te dire, juste comme ça pour poser le problème. Oui. Pour moi, voilà, je ne vais pas dire chef d'entreprise, machin. Pour moi, agent économique basique et binaire, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, en gros, oui, à travers le mécénat. Ouais. À travers le mécénat, c'est l'économie qui soutient la culture parce que l'homme n'est pas un animal, justement, et qu'on a besoin de réfléchir de temps en temps et de s'émerveiller. Oui. Mais je ne vois pas en quoi la culture pourrait soutenir l'économie. Alors c'est là où justement je voudrais dire qu'il faudrait arrêter de laisser justement culture et art dans la case en gros mécénat, fondation d'entreprise, Voilà. mais au contraire c'est le directeur de l'innovation ou le directeur de la stratégie qui devrait y regarder de plus près. Je vais vous donner 2 exemples dans des secteurs qui sont quand même plutôt mis à mal, le secteur automobile et le secteur de l'hôtellerie. Première chose, dans le secteur automobile, on parle toujours des voitures hybrides. Alors l'hybride, c'est électrique, thermique. Enfin voilà, c'est comme ça que l'on définit l'hybridation dans le secteur automobile. Pour moi, l'hybridation dans le secteur automobile, c'est tout autre chose. C'est comment est-ce que la voiture devient quelque chose d'autre, par exemple une autre pièce de la maison, un salon, et là. À partir du moment où on commence à casser la case, un truc pour voyager, quoi. Enfin, voilà, mais ça devient tout autre chose. Là, il y a un croisement possible avec la culture et l'art. Un exemple très concret, DS Automobile a fait un partenariat avec le musée du Louvre. Alors là, on se dit, mais alors quel type de partenariat a bien pu voir le jour? En fait, ils ont sorti une voiture particulière, voilà, une collection particulière, en partenariat avec le musée du Louvre, qui diffuse un certain nombre d'œuvres symboliques du musée du Louvre sur l'écran central, avec un certain nombre de podcasts. Bon, alors ça, on peut se dire, oui, mais il y a un côté un peu gadget, voilà. Oui, c'est ça, c'est les codes du luxe. Mais c'est une première, à mon sens, c'est une première étape dans l'hybridation. Parce qu'à partir du moment où on se dit, la voiture, c'est plus seulement une voiture, en plus surtout, si elles deviennent en conduite automatique, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture? Voilà, autonome. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture? Et donc c'est là où effectivement, si la voiture devient un salon, devient une autre pièce de la maison, devient un endroit où justement c'est un endroit de loisir, un endroit où on peut se cultiver, là on entre dans quelque chose de particulièrement stratégique qui peut être intéressant. Et à mon sens, c'est ça la véritable voiture hybride de demain. Exemple donc dans le secteur automobile. Mais alors, tu cites DS, mais forcément, alors, il faut aller lire. C'est 1 page et demie de Roland Barthes, comme ça vous permettra de lire une fois du Roland Barthes dans votre vie, autour de DS. Roland Barthes avait déjà décidé que DS était une œuvre d'art. Avait déjà décidé que DS n'était plus une automobile. Oui. Voilà. Oui, Du dessin de ses courbes. Exactement. Et parce que elle n'était pas ergonomique, justement. Enfin, voilà, c'est en gros ce qu'il dit. Donc c'est intéressant. Donc ça montre que finalement, il y a un ADN qui est particulier, un ADN Vous tapez DS Roland Barthes, voilà. Vous allez lire ça, c'est extraordinaire. D'accord, effectivement, c'est très intéressant. Alors après, donc, ça c'est le secteur automobile. Dans le secteur de l'hôtellerie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques hôtels. Alors bon, évidemment, c'est quelques hôtels comme ça, mais je pense que ça va vraiment devenir un avantage concurrentiel de demain pour un certain nombre d'acteurs de l'hôtellerie. En Italie en particulier, qui commencent à hybrider l'hôtel avec la résidence d'artistes et avec le lieu d'école d'art et de culture. Et donc, c'est une résidence d'artistes. Il y a des artistes qui sont donc logés gratuitement. Ils produisent une œuvre. Cette œuvre est ensuite donnée gratuitement à l'hôtel. Ce qui est génial, c'est que quand j'ai envie d'aller dans une chambre de cet hôtel, eh bien, je peux choisir la chambre que je veux et donc l'univers artistique que je veux. Ce qui est génial aussi, c'est que cet hôtel me propose, pour moi ou pour mes enfants, des ateliers d'art, hein, voilà, pour pouvoir se former à leur sculpture, peinture. Enfin, voilà. Et donc, c'est tout ça en un. Et donc là, pour le coup, c'est un véritable avantage concurrentiel pour pouvoir attirer un certain nombre de touristes. Évidemment. Donc voilà, là, la culture, l'art sauvera l'économie. Alors, on va dire que tu es sur des... Alors l'automobile, non, mais avec l'hôtellerie, tu es un secteur spécifique. Oui, mais alors, un autre exemple, alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est la librairie. Parce qu'on a bien vu, il y a tout le sujet des librairies qui ont été mis sous le coup de projecteur avec la crise sanitaire. Je disais finalement comment faire revenir les gens dans les librairies. On disait en fait la véritable hybridation c'est avoir un site internet et puis faire du e-commerce. Moi je ne pense pas. Je pense que le vrai sujet de la librairie et la librairie du futur, évidemment, oui, ok, d'accord, elle a un site internet, mais surtout, elle est en présentiel et elle va offrir, enfin, elle devient un lieu, un tiers-lieu, un truc extraordinaire. Et ça,
ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ont pris énormément d'avance. Et il y a plein de librairies qui sont en train d'ouvrir en Chine, qui sont des librairies cathédrales. C'est-à-dire que c'est des endroits immenses, qui ont été designés et construites par des architectes complètement fous, inédits. Voilà. Et donc, c'est des trucs, effectivement, cathédrales, où on peut faire plein de choses dedans. Et alors, ce qui est génial, c'est que les gens font la queue pour y entrer. Bon, et les enfants se battent pour pouvoir y entrer. Mais ça, c'est vrai, Gabriel, pour tout le retail. Ce que tu es en train de me décrire, c'est... Alors, il se trouve qu'on en parle très régulièrement, l'événementialisation du retail. Et effectivement, ça passe par la culture. Exactement. Ça passe par la culture. Tout à fait. Alors, c'est une phrase extraordinaire d'Andy Warhol sur laquelle je suis tombée, 1975, alors, clairement visionnaire, qui disait « Tous les grands magasins vont devenir des musées et tous les musées vont devenir de grands magasins. » Alors, je sais que ça peut choquer. Oui, vous avez raison. Se dire, mais c'est terrible, c'est de l'instrumentalisation de la culture et de l'art, Voilà. c'est la profanation de l'art. Voilà, les marchands du temple. Exactement, sauf que ça permet aussi de pouvoir ouvrir enfin l'art. Et on sait très bien qui va dans les musées et qui n'y va pas. Et là, encore une fois, je reprends mes exemples aussi en Chine. Un nouveau concept extraordinaire qui s'appelle K11. Et donc là, c'est un mélange de galeries marchandes et de galeries d'art. Et donc on mélange le shopping et des poses artistiques. Et ça marche. Ça marche. Voilà, encore un exemple. Non, parce que j'ai envie de t'amener encore plus loin, en fait. Il y a plein d'exemples. Autre chose, Renzo Piano. Ça, je trouve ça magnifique. À qui on disait, par rapport à Beaubourg, non, mais alors en fait, c'est horriblement moche, ces ascenseurs extérieurs, ces escalators extérieurs, on a l'impression que c'est un hypermarché. Et Renzo Piano disait... C'est l'architecte de Beaubourg. Ouais. Et Renzo Piano disait, mais tant mieux, parce que les gens n'ont pas peur d'entrer dans un hypermarché. Ah, génial. Voilà. Et pour moi, l'art devient sacré quand il s'ouvre, quand il se démocratise, quand tout le monde a accès à l'art. Donc ça n'est pas une profanation de l'art que de le mettre dans des galeries marchandes, dans des restaurants, enfin bref, partout. Non, mais attention, ton sujet, c'était pas la profanation de l'art. Ton sujet, c'était l'art sauvera l'économie. Oui, mais je voudrais pas que l'on l'interprète en disant ah oui, mais c'est de l'instrumentalisation. Ah, mais ça, on s'en fout, nous, sur Bismart. Nous, c'est l'économie avant tout, si tu veux. Donc, s'il faut instrumentaliser l'art, on va l'instrumentaliser. Voilà, mais en tout cas, je voulais quand même le préciser. Voilà. Non, je veux t'amener encore plus loin. La grande hybridation de toutes les hybridations, celle qu'on décrit depuis, j'en sais rien, moi, allez, une demi-douzaine d'années, c'est bien l'industrie qui se mute en service. Exactement. Voilà, exactement. C'est, vous ne vendez plus des matelas, vous vendez du sommeil et de la qualité de sommeil. On entre dans la société des usages, voilà. La société industrielle. Et en fait, avec l'art, j'ai l'impression que tu nous dis, il va falloir qu'on aille encore au-delà dans la dimension immatérielle que doit prendre la consommation pour se sublimer, pour qu'on puisse continuer à consommer. Exactement. En fait, c'est l'art de créer une relation. Et attention, relation et service, c'est pas la même chose. Pour ça, c'est plus la société industrielle, c'est plus la société de service, c'est la société des relations, des usages. Et en gros, c'est comment est-ce que je crée une relation dans laquelle mon client voudra bien entrer. Et donc c'est là où effectivement l'art peut jouer un rôle extraordinaire. Ça apporte de l'enchantement. Un autre exemple intéressant... En même temps, c'était une belle chute, ça apporte de l'enchantement. Bon, je te laisse faire ton exemple, mais c'était une très très belle chute. Vas-y, Gabriel. Un dernier exemple. Parce que ce moment aussi est un enchantement. Le Musée des Beaux-Arts de Reims a fait un partenariat avec les Galeries Lafayette, et donc des reproductions des œuvres du musée sont reproduites dans les vitrines des Galeries Lafayette. Voilà, donc il faut aller vers ça, c'est l'hybridation entre l'art et l'économie. Et ça apporte de l'enchantement. Gabriel Alperne avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Vincent Lecornu. Bonjour Vincent. Bonjour. Cofondateur Défi Gear. Voilà. Tout à fait. À l'américaine même, il faut bien dire, hein, presque plus anglo-saxonne. Hein, et voilà, c'est ça. Hein. Donc c'est quoi? C'est matériel efficace? Tout à fait. C'est la contraction de Gearbox et de Efficient en anglais. Alors elle est sur la table là, votre Gearbox, justement. Alors il y a plein d'angles d'attaque pour notre interview. Vous inquiétez pas, attaque, c'est très paisible. Non, j'avais compris. Non, aucun problème. Moi, ce qui va m'intéresser quand même, c'est l'alliance Startup Grand Groupe. Mais d'abord, je dois vous avouer que je connais un peu le vélo. Je ne savais pas qu'il y avait une boîte de vitesse sur les vélos électriques. Alors, tous les vélos électriques ont une boîte de vitesse? Ah non, enfin tous les vélos aujourd'hui n'ont pas une boîte de vitesse. Tous les vélos ont aujourd'hui une chaîne et un dérailleur. Voilà. Qui équipent 98% du marché. Et il y a 2% aujourd'hui de ce marché qui est assez énorme, parce que le volume de vélos au niveau mondial est très important, qui se focalise soit sur des systèmes de changement de vitesse au niveau du pédalier, tels que la boîte Effigear ou notre compétiteur allemand qui s'appelle Pignon, ou des gens qui font des boîtes de vitesse que vous mettez au niveau du moyeu arrière. Donc ce sont des systèmes de boîtes de vitesse qui sont complètement protégés.
de toutes les agressions extérieures urbaines, qui demandent beaucoup moins d'entretien, qui sont beaucoup plus simples d'utilisation et qui sont l'avenir notamment de la motorisation électrique, puisque à partir du moment où on couple cette boîte de vitesse avec un moteur, on a la possibilité de faire gérer par le vélo toutes les montées et descentes de vitesse. C'est-à-dire que c'est la résistance sur la pédale qui va automatiquement gérer le changement de vitesse, c'est ça l'idée ? Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, puisqu'on parle d'électronique qui va analyser des capteurs qu'il y a sur le vélo pour donner à l'utilisateur la bonne vitesse qui correspond à sa cadence de pédalage, par exemple, ou effectivement... Ou au niveau de résistance qu'il veut lui-même, d'ailleurs. Exactement. Voilà, c'est ça. Effectivement, mais on parle bien... Non, mais c'est-à-dire, donc, je sais pas... Oui, on l'a dit, on parle de vélo électrique. On parle de vélo électrique, notre activité est double. Et on parle bien d'électronique embarquée maintenant sur ces vélos électriques. Tout à fait. La volonté, c'est de simplifier l'expérience du vélo électrique. Aujourd'hui, avec le système de dérailleur classique, on a une expérience qui est relativement difficile. Le changement de vitesse par lui-même, pour certains utilisateurs, et notamment les nouveaux venus au vélo, est quelque chose de difficile. Et généralement, ils gèrent leur moteur simplement en jouant avec les modes. Sur la puissance. Sur la puissance. Et donc, on n'utilise pas du tout le système de dérailleur qui est là pour soulager aussi le moteur. C'est vrai. Donc, on a une surconsommation électrique, on a une expérience d'usage qui n'est pas optimum, parce que les gens ne l'utilisent pas correctement. En intégrant la transmission, donc la boîte de vitesse, au moteur, on a la possibilité de le piloter et donc d'offrir, comme vous avez aujourd'hui, vous montez dans votre voiture. Mais évidemment, c'est l'automobile. Et on y pense c'est la référence. Alors, on y pense tous avec une légère inquiétude. Pardon, je fais de ce début, mais on est quand même habitué de temps en temps. Le vélo, on peut encore le démonter, on peut encore changer la chaîne, on peut encore changer 2-3 éléments. Là, on va rentrer dans le monde comme on l'est aujourd'hui dans le monde de l'automobile, c'est-à-dire que il va falloir. Dans tous les cas, sur le vélo électrique, c'est déjà le cas. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, sur le vélo électrique. Dans tous les cas, vous avez le moteur. Vous ne touchez plus à la roue arrière, quoi. Et vous ne touchez pas au moteur. Oui, vous ne touchez pas au moteur. Vous allez perdre votre garantie. Donc, dans tous les cas, sur la partie électrique, il est clair que l'intégration va bénéficier au client. Dans tous les cas, il y a besoin d'une chaîne ou d'une courroie pour relier à la roue arrière. Donc la chaîne, elle se réparera toujours de la même manière. Il va y avoir de moins en moins de chaînes, de plus en plus de courroies ? Ça va vraiment dépendre des utilisations, en fonction des utilisations plus loisirs ou professionnelles. D'accord. Là, c'est vraiment au choix des constructeurs et des intégrateurs de choisir la meilleure transmission pour leur vélo. Alors, l'histoire de cette boîte de vitesse, c'est qu'elle existe depuis un bon moment, c'est ça ? Je ne me trompe pas, elle existe depuis 10 ans. Exactement, tout à fait. Et elle somnolait. Elle avait du mal à trouver son marché, en fait. Les Allemands, nos compétiteurs Pinion, ont réussi à développer un marché qui est relativement costaud, qui fait à peu près 5000 unités par an. Mais Figir n'avait jusqu'à présent pas réussi à prendre la bonne vague et le bon format. Je ne me gourre pas, vous êtes dans les Alpes ? On est à Macla, exactement, dans la Loire. Dans la Loire, oui, juste ça, à vous êtes dans la Loire. De la Loire, la Drôme, de l'Ardèche et du Rhône. Là où ça commence à monter, en fait. Ouais, sur les contreforts du Pilat. Sur les contreforts. Et donc, ça vient d'un usage, on fait du vélo. Et vous aviez, c'est ça, vous aviez une activité rentable, spécifique, ultra spécialisée de vélo de montagne. Rentable, non. Non, non. Pas. La société, pendant 10 ans, a essayé de développer la boîte de vitesse, puis après une marque de vélo comme vitrine de notre technologie. Mais vraiment, ce qui faisait la barrière d'entrée sur notre marché naturel, c'était le mode de fixation qu'on avait choisi au vélo, qui ne convenait pas aux intégrateurs et aux assembleurs cycles. Et lorsqu'on s'est associé avec David l'année dernière pour reprendre le projet, David Roméas. Donc le fait, pour que je suive bien, d'être clair, d'être sur l'arrière du vélo, c'est ça ? Non, ça vient au niveau du pédalier. Ça vient au niveau du pédalier. Exactement. D'accord, ça pèse 2 kilos. Ça pèse 2 kilos. Ça vient remplacer le pédalier. Et puis après, vous avez simplement une couronne au niveau du pédalier, une couronne derrière pour assurer la transmission secondaire sur la roue arrière. Et donc, il y avait ce bijou technologique, visiblement, voilà, Exactement. qui somnolait. J'ai juste une petite question en passant, parce que j'ai vu ça, j'ai été voir sur leur site. Mais Pinion,
le pignon, quand on parle d'un pignon, parce que pignon de dérailleur, c'est lié au pignon allemand, c'est-à-dire c'est ce nom-là, ou c'est une pure coïncidence? Non, ils ont déposé ce nom de marque. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que le pignon, ça ne s'écrit pas tout à fait de la même façon. Mais tout à fait. Bon, voilà, ça lié. Et donc là, débarque Valeo. Alors Valeo, équipementier automobile, et on a fait l'assimilation tout à l'heure avec l'automobile, on va continuer à la suivre, qui a compris, mais il y a assez peu de temps, il y a quoi, il y a 18 mois qu'ils ont commencé à se dire que... je crois que ça fait plus longtemps qu'ils travaillent sur le vélo électrique et sur le fait de faire sur le vélo électrique. En fait, Valeo cherche depuis un certain temps à développer le marché du 48 volts. Sur toute la partie petite mobilité. Alors là, vous nous aider, le marché du 48 volts, ça veut dire quoi? C'est un moteur électrique de 48 volts. C'est toute la technologie qu'ils ont développée autour du 48 volts et ils veulent la rendre disponible sur l'ensemble des segments de la mobilité. Donc ça va bien sur un vélo, ça va bien sur un vélo, sur une trottinette, sur un kart électrique, sur du droïde de livraison, sur plein de choses. Donc en fait, ils ont beaucoup de projets sur lesquels ils travaillent. Le but, c'est de valoriser leur savoir-faire qu'ils ont acquis sur l'automobile et de l'appliquer sur d'autres segments de marché. Quand on a repris... Et ce 48 volts, juste pour préciser, c'était en fait des petits moteurs électriques d'assistance dans l'automobile avant que l'on rentre dans la véritable voiture électrique. Exactement. Et donc ils ont assemblé tous ces savoir-faire et ils répondent à différents segments de marché. Ils travaillaient depuis plus d'1 an et demi sur le projet de vélo électrique et la seule chose, on va dire, qui leur manquait pour faire de ce projet une réussite, c'était la technologie mécanique de boîte de vitesse. Et on est arrivé, donc nous on a repris l'entreprise avec David, on s'est associé au mois de décembre 2019 et on l'a repris en juillet 2020. Donc l'entreprise est Figir. L'entreprise est Figir. Donc David était l'ingénieur principal qui avait inventé et fiabilisé la boîte de vitesse. Et très rapidement, on voulait développer un système de moteur électrique. Mais on était deux, pas très argentés. Et pour développer un moteur et pour être au même niveau que ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, vous avez tout à l'heure cité Bosch, il y a des niveaux d'exigence à tous les niveaux, au niveau des revendeurs, au niveau des marques, au niveau des clients, avec un service après-vente qui doit être au top. Donc clairement, on n'avait pas ni le temps. C'est clair. Ni l'argent pour le faire, et pas forcément non plus, c'était pas le niveau industriel qu'on voulait atteindre. Vous êtes allé les voir ou c'est eux qui sont venus vous voir? Ça s'est fait de plusieurs manières. Il y a eu plein de connexions qui se sont faites à un moment donné. Mais est-ce qu'on peut en donner parce que ça m'intéresse ça, et ça va intéresser, parce que vous parlez à énormément d'entrepreneurs, donc vous comprenez bien qu'à un moment la rencontre s'est faite avec Valeo, et que là tout à coup cette boîte de vitesse qui vivotait, si tout va bien, si la coordination se passe bien, enfin bref, vous avez évidemment énormément d'écueils, mais peut connaître un succès que vous n'imaginiez pas. Comment se font les connexions avec un grand groupe comme Valeo? Ça doit être le 3e ou 4e équipementier mondial. Oui, c'est Valeo, ça, exactement, 23 milliards de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche de Valeo et de l'équipe SVA, c'est vraiment de comprendre le marché auquel ils s'adressaient. Et de savoir qu'est-ce qu'il fallait changer ou innover pour vraiment apporter une valeur supplémentaire. Et donc, Valeo s'est entouré très rapidement pour construire ce projet de professionnels du cycle. Il y a entre autres un de nos collègues, Caminade, qui est un fabricant de cadres titane sur mesure, qui est à l'Île-sur-Tête dans le... Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés jusqu'à vous? Et comme ça, nous, on avait pris contact, ils nous connaissaient déjà, notre technologie avait déjà été évaluée. Elle correspondait aux attentes, mais bon, ils avaient fait d'autres choix jusqu'à présent, parce qu'ils ont vraiment évalué. Avec un vrai process d'évaluation industrielle, quoi. Est-ce que ça peut monter à l'échelle, en fait? C'est ça la question qui se pose. Monter à l'échelle, est-ce qu'on est capable de répondre au cahier des charges des fabricants? C'est ça. Parce que c'est bien beau de changer, de dire on vous enlève le dérailleur à l'arrière, on vous enlève la cassette, mais il faut que l'expérience utilisateur, il faut qu'il y ait un gain pour tout le monde à tous les étages, pour l'industriel, pour l'assembleur, pour le client. Et si vous n'avez pas ces éléments-là, si c'est pour construire le même moteur que Bosch ou que Yamaha, ça n'a aucun intérêt. Enfin, en tout cas, Valeo, ça faisait pas partie de leur stratégie.
Il leur fallait vraiment un élément différenciant, c'est génial. quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, et alors là, maintenant, ça se passe comment? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un simple, une redevance de licence, c'est-à-dire que vous avez filé l'ensemble de ce que vous saviez faire à Valeo et ils vont vous donner, je ne sais pas combien, sur chaque boîte de vitesse produite, ou vous êtes davantage associé? Non, je pense que ce qui a plu aussi avec Valeo, c'est qu'on a voulu s'associer beaucoup plus. Donc clairement, effectivement, c'est un contrat de licence. Ouais. Mais on a signé aussi un contrat de co-développement pour le sous-élément Gearbox en tant que tel. On a participé au développement, on a fait de l'innovation avec les équipes, la mise au point du système électronique de changement de vitesse. Et on a un contrat aussi de distribution. Nous, on est un petit constructeur, on fabrique des cycles donc du vélo de montagne assez engagé, plutôt descendant. Et donc, on a une connaissance de ces acteurs. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'est que en fait, le monde du vélo est super fragmenté au niveau européen. Il y a des petits constructeurs, il y en a de partout. Exactement. La révolution du vélo électrique, aujourd'hui, elle est accessible pour ces petits constructeurs, mais généralement, c'est des produits chinois qui vont assembler. Et donc nous, on voulait absolument que ces constructeurs-là puissent intégrer une solution Valeo dans des conditions acceptables, avec un niveau d'interlocuteur PME, industriel. Oui, parce que même Bosch, donc qui est effectivement en fait, avoir accès au moteur Bosch, il y a une telle demande que déjà c'est compliqué, c'est ça pour s'installer à la table des discussions avec les grands fabricants de moteurs, il faut représenter un certain volume. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Pour avoir accès Et donc tout l'intérêt de Valeo en plus, ça va être, à travers les expériences qu'ils vont avoir avec ces multiples petits constructeurs, de gagner un temps très précieux, j'imagine, en expérimentation, retour client. Là, de toute façon, le produit est prévu en série à partir du printemps 2022. Donc là, les expérimentations, les prototypes, on a passé le stade. Et aujourd'hui, on est en phase de pré-commercialisation. Donc aujourd'hui, on discute avec énormément de fabricants pour les inciter à choisir notre solution. On est au bout, Vincent. Il y a une carte mondiale à jouer sur le vélo électrique et sur la motorisation du vélo électrique, là encore aujourd'hui. Clairement. En termes d'usage. Non, mais carte mondiale industrielle, quoi, en termes de filière, etc. Clairement. Voilà, aujourd'hui, Valeo va produire ce moteur-là, a fait le choix de va le produire en France. Et clairement, on vise un marché mondial. Aujourd'hui, on est disponible pour le marché européen et pour le marché américain. Donc, il y a un sacré terrain de jeu. Ça donne un peu le vertige, non, Non, on garde les pieds sur terre avec notre produit. Cette association avec Valeo va nous apporter du chiffre d'affaires, c'est clair. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aussi notre indépendance vis-à-vis de Valeo. On est un des seuls acteurs aujourd'hui à proposer une solution musculaire, hybride et 100% électrique pour tous les fabricants du marché. Vincent Lecornu, donc, FI Gear, était notre dernier invité sur Bismart. Demain, rediffusion et on se retrouve lundi à nouveau en direct. Merci.